Bon, vous l'avez probablement remarqué, les marchés sont aujourd'hui au plus haut. On est sur des plus hauts historiques sur le Nasdaq, on est sur des plus hauts historiques sur le S&P 500 également. Même en Europe, les marchés sont extrêmement hauts. Donc, on peut se poser légitimement la question, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce qu'il faut réellement continuer à investir en bourse quand les marchés sont au plus haut? C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Et en fin de vidéo, je vous dirai donc du coup, qu'est-ce que je fais personnellement pour mon portefeuille. Donc effectivement, les marchés sont au plus haut. Ils ont dépassé même leur plus haut d'avant avril. Vous savez, en avril, on avait eu un mini crack suite aux annonces des tarifs de Trump qui n'a pas duré extrêmement longtemps puisqu'on est déjà au-dessus. Vous voyez, le S&P 500 et le Nasdaq 100, en tout cas en dollars, vous allez voir, ça fait une sacrée différence. En dollars, ils sont repassés au-dessus de leur plus haut historique. Donc on est maintenant au plus haut sur les deux, à 6300 points à peu près sur le S&P 500 et 21 000 points sur le Nasdaq. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? À chaque fois que les marchés sont au plus haut et semblent surévalués, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. La première, c'est de continuer à acheter tout simplement. La deuxième, c'est de vendre toutes ces positions. Alors, spoiler, évidemment, ce n'est pas la bonne chose à faire. Il ne faut jamais vendre en bourse basé sur des conditions de marché. Si vous devez vendre en bourse, c'est parce que les fondamentaux de votre entreprise a changé et c'est potentiellement parce que votre opinion sur l'entreprise a changé ou pour X ou Y raison. Mais bref, vous devez avoir une raison justifiée pour vendre une position. Vous ne pouvez pas juste vendre en vous disant c'est trop cher, je rachèterai plus bas. En général, ça ne marche pas, d'où l'expression il ne faut jamais timer le marché. C'est exactement de ça dont on parle. Donc, on pourrait également attendre et conserver du cash, qui est une option tout à fait viable, ou encore on pourrait se dire que je vais acheter des actions raisonnablement valorisées et essayer délibérément de trouver donc des entreprises qui sont sous-valorisées par le marché, même au moment des plus hauts. Vous allez voir que ça peut être un piège. Donc nous allons voir quelle est la meilleure stratégie à adopter et ce que je fais personnellement dans cette situation. Déjà, effectivement, les marchés sont extrêmement chers. On a beaucoup d'actions qui sont survalorisées. J'ai pris ici l'exemple de Costco. Costco qui a un PE ratio de 52 et un price to free cash flow ratio de 56. On a également Cloudflare qui a un price to free cash flow ratio de 375. On a également Palantir qui a un PE ratio de 643 et un price to free cash flow ratio de 268. Et on a également Hermès en Europe, même en France, qui a un PE ratio de 54 et un price to free cash flow ratio de 48, bref, que des actions qui sont extrêmement valorisées. Les ratios également sur les marchés en général sont très élevés. Ici, on a le ratio PE du S&P 500, donc Price to Earnings Ratio, qui est à 30, qui n'est pas assez plus haut historique, mais qui commence à être quand même assez élevé. Ensuite, on a également le Shiller PE ratio qui est très élevé à 38. Donc la différence entre le PE et le Shiller PE, c'est que globalement ici, on prend la moyenne des bénéfices sur 10 ans et non pas le niveau actuel des bénéfices. Et en plus de ça, les bénéfices sont corrigés de l'inflation. Donc ça peut donner potentiellement une évaluation plus juste des marchés. Donc vous voyez qu'on n'est pas au plus haut de la bulle Internet des années 2000, mais on commence quand même à être sur des niveaux très élevés. Généralement, quand on dépasse les 30, c'est que les marchés sont très chèrement valorisés. Ensuite, on a également le price to sales. Vous pouvez voir, donc ça c'est tout simplement le prix divisé par les ventes. On est également quasiment sur des plus hauts. On n'est pas au plus haut de la bulle Internet des années 2000, mais on est au plus haut par rapport à 2021. Par exemple, on est encore plus élevé qu'en 2021. Mais il y a quand même des grosses différences puisque on compare souvent. Ici, vous voyez, c'est facile de comparer la situation actuelle par rapport à la situation des marchés dans les années 2000. Mais vous allez voir, en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé entre les années 2000 et maintenant, qui fait que la comparaison n'a pas ou peu de sens en tout cas. Déjà dans les années 2000, si on prend le top 20 du S&P 500, eh bien il n'y avait que 5 entreprises technologiques dedans, à savoir Cisco Systems, Microsoft, Intel, Oracle et IBM, et juste une dans le top 5, à savoir Cisco Systems. Alors que si on prend le S&P 500, le top 20 du S&P 500 aujourd'hui, on a 10 entreprises tech, donc à savoir Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, qui sont considérées comme de la tech, même si elles ne sont pas directement dans le secteur technologique. On a également Broadcom, Tesla et Netflix, qu'on peut également considérer comme des entreprises technologiques, sans oublier Oracle. Et sur le top 5 du S&P 500, 5 entreprises technologiques, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon et Alphabet. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas comparable, tout simplement puisque la technologie, c'est ce qui a drivé le plus de croissance sur les 10 dernières années, tout simplement puisque ce sont des business qui sont meilleurs, qui ont de meilleures marges, souvent une meilleure croissance, de meilleurs retours sur capitaux. Bref, les business models des entreprises technologiques sont souvent supérieurs aux business models des entreprises entre guillemets classiques.
Et donc forcément ça pourrait justifier une survalorisation des marchés puisque vous savez plus la qualité d'un business est élevée, plus il sera chèrement valorisé. Donc potentiellement plus il y a de business de qualité dans le top 10, et bien plus le top 10 sera valorisé. Ensuite, il faut également parler de l'impression monétaire. Vous pouvez voir ici sur la courbe que l'impression monétaire a explosé, notamment à partir des années 2008. Entre 2008 et 2020, c'était une ascension fulgurante, mais également à partir de 2020, puisqu'ils ont imprimé massivement pendant le Covid. Donc ici, quand on parle de la masse monétaire, on parle de la masse monétaire M2, donc qui prend en compte le cash, les comptes courants et notamment les comptes de livret rémunérés à court terme. Donc globalement ici c'est une mesure qui est directement émise par la Federal Reserve aux États-Unis, donc la banque centrale américaine, qui nous dit donc concrètement combien est-ce qu'il y a de masse monétaire en circulation. Et vous voyez une nette explosion à partir de 2008 et la masse monétaire aujourd'hui est largement plus élevée que ce qu'elle était en 2000. Et forcément, la masse monétaire et le marché, à savoir le S&P 500, sont fortement corrélés. Vous voyez ici la corrélation entre le Global M2 Money Supply, donc la masse monétaire donc mondiale, pas que américaine, et le S&P 500. Et en fait, cette corrélation, elle est assez simple à comprendre, vous allez voir juste après. Et si on reprice le S&P 500 en masse monétaire, donc c'est-à-dire si on divise le cours du S&P 500 par la masse monétaire, en fait, on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément sur des plus hauts et on s'aperçoit même qu'il est plutôt en stagnation. Vous allez voir, c'est un graphique qui est d'ailleurs assez similaire au graphique du S&P 500 en or, bizarrement. Je vous invite pour ça à aller voir le podcast Focus Fondamental. Donc sur la chaîne Focus Fondamental Podcast, ici sur YouTube, c'était celui-ci, le FFP numéro 60, S&P 500, le mensonge des 10% par an. Donc allez voir ce podcast, ça vous permettra notamment de comprendre beaucoup plus en profondeur ce genre de métriques et donc ça vous permettra de comprendre également pourquoi il y a une forte similarité entre la courbe du S&P 500 divisée par la masse monétaire et la courbe du S&P 500 divisée par le prix de l'or. Donc globalement, l'impression monétaire, comme on l'a dit, c'est mesuré via l'évolution de la masse monétaire, donc le cash, à savoir les pièces, les billets, plus les liquidités bancaires, donc tous les comptes courants, plus les comptes épargne. Donc si on le mesurait en France, ça reviendrait à prendre les livrets A, les LDDS par exemple. Donc ça, c'est fortement corrélé à l'évolution des marchés actions. Plus il y a de liquidités créées via émission de crédit, puisque c'est comme ça qu'on crée de l'argent. En fait, on dit impression monétaire, mais on n'imprime pas vraiment des billets pour créer de l'argent. Aujourd'hui, la création de liquidités s'est fait via émission de crédit. Chaque nouvelle ligne de crédit crée de l'argent qui n'existait pas avant. Vous, si demain vous allez emprunter par exemple de l'argent pour acheter une maison auprès de votre banque et que vous avez un crédit de 200 000 euros qui est débloqué, eh bien ces 200 000 euros en fait sont créés. Ils n'existaient pas, c'est juste une ligne qui a été créée sur un ordinateur. C'est de l'argent nouveau, de l'argent qui vous permet d'acheter votre maison et de l'argent que vous allez entre guillemets détruire tous les mois ensuite en remboursant votre crédit. Et donc plus il y a de liquidité, plus les marchés montent sous pression de cette liquidité. Les marchés, donc actions, mais également l'or, l'immobilier ou encore le bitcoin. C'est beaucoup plus simple à comprendre pour l'immobilier, mais si vous empruntez de l'argent qui n'existe pas pour acheter quelque chose qui existe, à savoir une maison, eh bien forcément le prix de cette maison va augmenter. Pourquoi ? Puisque vous avez de plus en plus de personnes qui achètent des maisons avec de l'argent qui n'existe pas. Et donc forcément le nombre de maisons étant limité et le nombre d'argent disponible étant quasiment illimité, eh bien forcément c'est la loi de l'offre et de la demande, le prix des maisons augmente et c'est exactement le même phénomène sur les marchés actions, mais il y a un lag, le temps que cette inflation se transmette dans l'économie réelle. C'est pas parce que vous avez de la masse monétaire immédiatement qui est créée que vous allez directement avoir les prix qui vont monter dans l'économie réelle, puisque dans les actifs c'est beaucoup plus sensible. Donc on a dit le prix des actions, le prix de l'immobilier, le prix de l'or ou encore le prix du bitcoin sont extrêmement sensibles à la masse monétaire, puisque en général ce sont les premiers endroits dans lesquels les liquidités se déversent. C'est assez simple à comprendre avec l'immobilier, mais par contre le prix de votre baguette de pain, le prix de votre plein d'essence ou le prix de votre boîte d'œufs vont mettre plus de temps à monter, vont mettre plus de temps à être impactés par cette création monétaire. Et donc en fait, quand les prix des actifs montent, les prix des biens et services restent stables dans le temps avant de recevoir justement cette information. Mais une fois que l'information est transmise entre guillemets à l'économie réelle, les biens et services augmentent. C'est pour ça qu'il y a toujours un lag entre l'impression monétaire et l'inflation. C'est pour ça par exemple que la création monétaire a explosé pendant le Covid, mais que l'inflation s'est fait vraiment ressentir dans l'économie réelle, que en 2022-2023, il y a eu à peu près 1 an et demi à 2 ans de décalage entre la création monétaire et l'inflation.
Donc les biens et services augmentent, ce qui se traduit directement également par un gonflement des résultats des entreprises, puisque qui vend ces biens et services? Eh bien ce sont justement les entreprises. Donc si le prix des biens et services augmente, les résultats des entreprises également augmentent, donc in fine, en fait les niveaux de valorisation reviennent à la normale, puisque au début vous avez de la création monétaire, vous avez donc le prix des actifs qui monte, mais ensuite cette création monétaire se traduit par une augmentation donc des prix des biens et services dans l'économie réelle, qui donc augmente les résultats, les bénéfices des entreprises, et donc les bénéfices finissent par rattraper le cours, et les ratios prix sur bénéfices finissent par se normaliser. En tout cas, ça, c'est dans la théorie. Mais si on regarde d'autres indicateurs, en fait, on s'aperçoit que le S&P 500 n'est pas du tout au plus haut, puisque si on regarde le S&P 500 justement en euros, donc pour ça on peut prendre un ETF coté en euros comme le BNP Paribas Easy S&P 500 ETF, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout au plus haut historique et qu'il n'a pas retrouvé les plus hauts de 2025. Et pourquoi, à quoi c'est dû? Eh bien ça c'est une courbe que je montre souvent, mais en fait c'est dû à l'effondrement du taux de change euro-dollar, donc USD-euro ici en l'occurrence, puisque vous voyez le dollar qui est passé d'un niveau le plus haut à peu près en janvier 2025 à 0,97 euros, quasiment à la parité, donc on était quasiment à 1,1 entre les deux, et aujourd'hui le dollar est à peu près à 0,86, donc en fait ça paraît pas comme ça, mais si on se met sur 6 mois, ça fait quand même une baisse de 10%. Donc, si les marchés actions en dollars montent de 10%, mais que le dollar baisse de 10% par rapport à l'euro, eh bien, in fine, vous, en euros, si vous êtes investi sur des marchés actions en dollars, vous allez avoir 0% de gain. Vous allez être plat, tout simplement, puisque le taux de change annule donc la performance des actions américaines. Et c'est exactement ce qu'on peut voir ici, et c'est exactement pour ça que les marchés n'ont pas retrouvé leur plus haut pricé en euros. Alors les taux de change ont tendance à se normaliser, et effectivement le jour où le dollar va remonter par rapport à l'euro, ou l'euro va rebaisser par rapport au dollar, eh bien forcément votre performance va s'équilibrer, et vous allez avoir donc plus de performance par rapport au S&P 500 en dollars. Mais du coup c'est pour ça d'ailleurs que je le dis récemment sur la chaîne qu'il est important de mesurer sa performance par rapport potentiellement à l'indice S&P 500 en euros plutôt qu'en dollars, donc pour annuler justement cet effet de change. Mais si on regarde également le S&P 500 pricé en or, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez d'ailleurs l'énorme similitude entre cette courbe et si on revient ici, entre cette courbe. Regardez bien la courbe en rouge en bas qui est donc le S&P 500 divisé par la masse monétaire, et regardez maintenant cette courbe ici qui est le S&P 500 divisé par l'or. Si vous prenez la même période, vous allez voir que vous avez quasiment la même courbe, tout simplement puisque le prix de l'or, lui, ne bouge pas. Encore une fois, je vous renvoie vers le podcast dont je vous ai parlé. Le prix de l'or ne bouge pas, c'est votre monnaie qui se dévalue par rapport à l'or. Ce n'est pas le prix de l'or qui augmente. Mais bref, si on regarde le S&P 500 pricé en or, eh bien, vous pouvez voir qu'on n'est pas du tout non plus au plus haut historique, puisque les plus hauts historiques sont toujours dans les années 2000. Et également, il ne faut pas négliger l'impact des ETF puisque la quantité d'encours sous gestion en ETF a été multipliée par 24 en l'espace de 15 ans. Il y a 24 fois plus aujourd'hui de liquidités gérées via des ETF qu'il y a 15 ans. Donc ça a forcément un impact sur les valorisations. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car tout cet argent est investi de manière passive et gonfle donc les prix de toutes les actions au global. Donc, tous les niveaux de valorisation de toutes les grandes capitalisations sont tirés vers le haut et donc forcément ça tire les marchés vers le haut et donc forcément ça augmente le niveau de valorisation de tous les marchés puisque on a plein de gens, pensez à vous, pensez à moi, à tous les gens qui investissent de manière passive par exemple sur un PEA, sur un compte titre ou quoi que ce soit ou même aux Américains qui investissent de manière passive via le 401k par exemple, eh bien toutes ces liquidités sont investies tous les mois dans les marchés et forcément il y a beaucoup plus de liquidités aujourd'hui qui se retrouvent injectées dans les marchés actions qu'il y en avait par exemple dans les années 2005, 2006, etc. Donc maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en bourse? Déjà, personnellement, je ne suis pas sûr que comparer les marchés actions actuels à la bulle Internet des années 2000 soit pertinent, tout simplement parce qu'il y avait moins d'entreprises technologiques, il y avait peu, voire pas du tout d'ETF à l'époque, et il y avait également beaucoup moins de création monétaire. Et en plus de ça, dans les années 2000, les entreprises qui étaient concernées par la bulle n'étaient pas rentables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les entreprises qui sont fortement valorisées sont carrément rentables et sont même des machines à cash. Donc, attendre une éventuelle crise, pour moi, ne sert à rien
ou presque. Il faut rester investi, quoi qu'il arrive, ce serait une erreur de tout vendre. C'est en général dans ces moments-là que vous perdez tout, puisque vous pouvez tout vendre aujourd'hui et au final les marchés continuent à monter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'en savez rien et au final vous vous retrouvez avec votre cash et vous ratez des gains potentiellement exceptionnels. Donc quoi qu'il arrive, il faut rester investi et surtout il faut connaître ses positions. Si vous achetez des actions, profitez-en pour vous renseigner encore un peu plus sur vos actions, sur vos entreprises, surtout si vous faites du stock picking. Bon, si vous investissez en ETF, ça sert à rien puisque globalement vous investissez de manière passive, mais je vous encourage à avoir une poche de stock picking pour vous renseigner, connaissez vos actions, connaissez vos positions, ça vous sera extrêmement utile. Calculez également vos prix justes, faites votre watchlist et attendez patiemment une correction sur une ou plusieurs actions de votre watchlist. Et en attendant, vous pouvez continuer à envoyer du cash sur vos comptes PEA ou comptes titres afin de l'avoir prêt quand il y aura une opportunité. Si vous avez une DCA de 500 ou 1000 euros par mois, eh bien n'arrêtez pas cette DCA. Continuez d'envoyer cette DCA sur vos comptes, potentiellement continuez votre DCA ETF si vous avez un mix ETF stock picking, mais côté stock picking, n'achetez pas pour le moment s'il n'y a pas d'opportunité, eh bien n'achetez rien, vous gardez votre cash sur le compte et quand il y aura une opportunité, eh bien à ce moment-là, vous pourrez injecter votre cash que vous aurez accumulé. Par contre, attention, évitez les value traps, puisque quand toutes les actions de qualité sont survalorisées, mais que vous en trouvez une qui a l'air vraiment pas chère par rapport au reste, alors que pourtant sur le papier elle a l'air exceptionnelle, c'est probablement que ça cache un loup. Je pense ici directement à Evolution AB par exemple. Et donc juste avant de conclure, je voulais vous montrer rapidement ma watchlist. Donc ça c'est sur l'application IQ Invest. Si vous ne savez pas où vous faire une watchlist, vous avez tout simplement l'application, vous avez le lien en description. Vous avez un screener dans l'application, vous avez votre watchlist, l'analyse de votre portefeuille. Bref, il y a tout. C'est une application que je montre régulièrement dans les vidéos. Donc allez voir mes analyses d'actions et allez voir les vidéos de suivi de portefeuille si vous voulez en savoir plus. Mais ici globalement dans la watchlist, pour l'instant moi il n'y a que ASML qui apparaît comme étant une entreprise intéressante à acheter en ce moment. J'ai un prix juste de 654 € sur ASML pour un prix actuel de 621 €. Tout le reste pour le moment est beaucoup trop cher. Vous voyez, Mastercard également est presque pas cher aujourd'hui, mais elle reste quand même à des niveaux assez élevés. On a également MSCI qui était pas cher il y a très longtemps, mais qui est remonté depuis. Et on a globalement ensuite Deutsche Börse, Canadian Natural Resources, Visa, etc., etc. Je vous laisse faire pause si vous voulez constater, si vous voulez regarder toutes les actions de ma watchlist. Mais globalement, ce que je vous disais, donc ici on est dans les analyses, dans les titres. Si on regarde mon portefeuille actions spécifiquement, vous voyez que ASML est déjà la 3e position de mon portefeuille, donc avec 12, quasiment 13% de pondération dans mon portefeuille. Donc à partir du moment où une entreprise globalement dépasse les 10%, personnellement je ne la renforce pas, tout simplement puisque je n'ai pas envie de complètement déséquilibrer mon portefeuille. Donc Alphabet, Fortinet, ASML, ce sont des positions que je ne renforcerai pas, que je laisserai courir. Donc j'attends une opportunité sur toutes ces autres entreprises pour pouvoir me positionner dessus. J'ai notamment Nvidia dans le viseur. J'aimerais vraiment faire grossir cette position Nvidia. Pour ça, j'attends une petite correction patiemment et pour ça, je continue d'envoyer des liquidités. Je continue d'envoyer ma DCA sur mon compte titre, en l'occurrence mon compte titre professionnel et donc j'attends patiemment. Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne IQ Invest sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Laissez également un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous au podcast Focus Fondamental si ce n'est pas déjà fait et allez voir le podcast FFP60. Il est super intéressant. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous faites vous personnellement, quelle est votre stratégie lors de ces marchés haussiers. Et sur ce, moi je vous souhaite de bonnes vacances puisque personnellement je pars en vacances pendant 2 semaines à la suite de cette vidéo. Alors il y aura toujours des vidéos pendant les vacances, je ferai 2 vidéos par semaine, mais ce sera des vidéos beaucoup plus légères. Donc sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines et profitez bien du mois d'août et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!